Question de Pascal du 82. Que pense votre femme de votre chaîne YouTube et du temps que vous y passez? Alors, je pense pas trahir un secret de couple en disant qu'elle s'en fout complètement. Je pense que sa seule interrogation, c'est de savoir s'il y a un match ce soir ou pas. Je crois qu'elle n'a pas encore bien intégré que vendredi, samedi, dimanche, il y avait match à chaque fois. Alors après, c'est compliqué. Il faut reconnaître aussi qu'il y a les semaines de Coupe d'Europe où finalement tu as les matchs tous les soirs. Le temps que j'y passe, à part la grosse heure que je consacre face à Pierrot le lundi, les enregistrements après les matchs, c'est 7 minutes, hein, c'est pas non plus énorme. Je veux dire, le temps que j'y passe, c'est surtout le temps que je passe à regarder les matchs. Qu'est-ce qu'il y a, Edison? Qui est effectivement surtout une semaine comme celle-ci où tu as eu des matchs de mardi à dimanche, c'est sûr que c'est un peu copieux et que voilà, il faut faire des choix. J'ai choisi de faire cette chaîne, donc la moindre des choses, c'est quand même de regarder les matchs, quoi. Arkman07 me dit Nkunku pour la 4e fois consécutive remplaçant à Chelsea, comme tel au Bayern. Pour ne pas rater l'avion bleu en 2026, doivent-ils changer de club cet hiver ou persévérer? Ce sont deux cas différents. Matistel est un joueur très jeune qui a choisi de jouer dans un club de très très haut niveau où en plus t'as Harry Kane qui marque en gros 2 buts par match. Donc la place pour lui elle est très limitée. Et je pense encore une fois qu'un joueur du niveau de Matistel, au-delà de l'aspect financier, aurait eu tout intérêt à rester à Rennes où il serait aujourd'hui titulaire indiscutable et aurait du temps de jeu et peut-être aurait déjà été appelé en équipe de France A, plutôt que d'aller s'enterrer au Bayern comme Kouassi, le jeune du PSG, un arrière central, l'a déjà fait. Donc, voilà. Quant à Nkunku, le cas est différent, il revient d'une très très longue blessure. Et j'imagine que quand il sera à 100%, son temps de jeu pourra augmenter. Je pense en tout cas, peut-être pas pour Nkunku, mais pour tel où effectivement un prêt me paraît être indispensable. Lord Sinclair me dit, as-tu des messages de soutien de supporters de Strasbourg qui sont contre le silence du COP pendant les 15 premières minutes? Alors, des messages de soutien, non, parce que c'est pas une guerre personnelle, hein. Encore une fois, j'habite à 950 km de Strasbourg, donc je veux dire, mon avis n'est qu'un avis, et j'ai pas du tout la prétention d'avoir la puissance ou le pouvoir de lutter contre la grève des UB90. Donc des messages de soutien directement, non. Des messages de gens qui sont d'accord avec moi, et je dirais oui, énormément. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, le public de la Méno, t'as quelques meneurs qui, j'allais dire terrorisent, le mot est un petit fort, mais au moins influencent le mur bleu et les obligent à ne pas encourager l'équipe pendant les 15 premières minutes. On sait que le reste du stade est contre cette grève. Voilà, j'ai bougé. Bon, il y a toujours autant de soleil, mais on va pas se plaindre qu'il y ait du soleil. Oui, donc pour en revenir à Strasbourg, le reste du public, comme je vous le disais, s'est mis à siffler lorsque le COP a scandé Blouko casse-toi. C'est dommage parce que l'ambiance de la Méno était exceptionnelle depuis de longues années et que la guéguerre stérile et perdue d'avance déclenchée par le COP est en train d'abord de pénaliser les joueurs sur les 15 premières minutes. Le prochain match de Strasbourg à la Méno, c'est contre Marseille, donc avec évidemment un parquage visiteur qui va être archi bondé, qui va faire énormément de bruit. C'est-à-dire que, est-ce que dans les 15 premières minutes, le stade de la Méno va laisser les Marseillais prendre possession de l'ambiance? Ce serait à la fois terrible et scandaleux, d'autant plus que l'équipe sur le terrain envoie vraiment des messages très séduisants. Voilà, je trouve que c'est une guerre stupide, inutile et surtout perdue d'avance, parce que Blouko en a rien à secouer et Blouko se barrera pas
malgré les gesticulations de 3 mecs tatoués torse nu dans une tribune. Joe Kick the Goat me dit, si Pogba n'avait pas eu ses problèmes extrasportifs, penses-tu que l'équipe de France aurait été plus loin en Coupe d'Europe et à Coupe du Monde 2022? A-t-il gâché sa carrière? Ton avis sur ça? Je sais que l'absence magnifie les performances, mais autant Pogba était capable d'immenses sommets sur certains matchs, autant il était capable aussi sur certaines parties d'être absent. Après, son style de jeu, notamment son jeu long de très grande qualité, il est évident que c'est quelque chose qui manque à l'équipe de France, parce qu'on dit toujours que Mbappé ne prend pas la profondeur, mais pour prendre la profondeur, il faut aussi avoir des ballons en profondeur, et ça, des ballons en profondeur, en équipe de France, ça fait belle lurette, il n'y en a plus. Donc, il est évident que si il était d'abord en bonne santé sur le plan physique, parce qu'il n'y a pas eu ces problèmes de suspension pour dopage, il y a eu aussi ces problèmes de suspension. Oui, il manque. Il est évident qu'il manque. J'ai baissé le store. On vit de ces trucs dans Face à Pierrot, c'est incroyable. Allez, question suivante. Divous. Pourquoi ça patine à Lille? Certes, leur saison a commencé bien plus tôt que les autres, mais on est seulement au mois de septembre. Sur le papier, l'équipe est plutôt bonne. Quel est le problème? Le problème de Lille, il est avant tout défensif, où on oublie quand même trop volonté que Lenny Yoro a quitté le club, et que c'était un joueur extrêmement important. On s'en aperçoit aussi avec son départ. Alexandro et Mandy ont du mal à le remplacer. Il y a beaucoup de nouveaux aussi derrière. Ismaili a perdu sa place. Il y a Bakker, il y a Meunier. Donc ça fait pas mal de réglages à faire. Et puis devant, c'est vrai que cette équipe on l'a vu contre Strasbourg, terriblement Zegrova dépendante. D'autant plus que Jonathan David. C'est aussi pour ça que Jonathan David est à Lille avec autant de buts et autant de saisons. C'est parce que les grands clubs voient bien qu'il y a trop de matchs où il est transparent et où il ne pèse absolument pas dans le jeu. Alors c'est vrai que c'est un très bon tireur de pénalty, mais ça suffit pas pour un grand club. Donc je pense qu'il y a quelques blessés aussi. Il faut pas non plus oublier qu'ils ont fait 4 matchs de tour préliminaire de Coupe d'Europe pendant que les autres se préparaient et n'usaient pas des cartouches inutiles. Donc c'est sûr que le problème de Lille va perdurer en plus, puisqu'il y a la Ligue des Champions. Donc il va falloir faire avec cet effectif. C'est un petit peu problématique. Jackie Boy me dit, que pensez-vous de l'attitude de Benassia? Alors j'imagine que tu parles de son attitude à la mi-temps de Lyon-Marseille. Pour moi, il est dans son rôle. Il y a effectivement quoi côté marseillais être agacé par le deuxième carton jaune de Balerdi et le penalty accordé à Lyon, même s'il a été raté ou arrêté par Rulli. Après, je suis pas forcément fan de son attitude d'Andy Gominé, mais il faut reconnaître que le recrutement de Marseille pour une équipe qui en plus n'est pas engagée en Coupe d'Europe, il est absolument faramineux. Et ça, c'est en grande partie grâce à lui. Donc je pense que la balance, c'est une balance, mais elle penche plus du bon côté pour l'instant. Fred Lichtel me dit, le Racing Club de Strasbourg a plusieurs fois mené au score depuis le début du championnat, sans pour autant l'emporter. Pourquoi n'arrive-t-il pas à garder score? Philosophie de l'entraîneur anglais qui joue jusqu'au bout, et tant mieux pour le spectacle. Problème du banc. Je dirais surtout problème de coaching, en tout cas sur les 3 derniers matchs, où je pense que Rosenior a du mal à se renier, a du mal à renier sa tactique de base, même s'il y a eu un changement important sur le plan tactique, un repositionnement important tactique après le très mauvais début de match à Lille où le club était mené 2-0 et où Strasbourg jouait à 4 derrière avec Moreira arrière-gauche, qui est quand même une drôle d'idée, surtout quand le meilleur joueur en face est côté droit avec Zegrova. Donc, il y a eu un bon repositionnement tactique de l'équipe. Après, je pense que lorsque tu mènes au score, il faut un peu muscler
ou ta défense ou ton entrejeu. Il l'a fait à Lille en modifiant totalement son côté gauche, qui était pourtant très performant avec Moreira et Nanasi. Voilà, à titre perso, je regrette beaucoup que le jeune Sénégalais Diong, qui est extrêmement puissant, n'ait pas plus de temps de jeu en fin de match avec le club, parce que je pense qu'il pourra apporter beaucoup. En fait, c'est une question de balance. Rossignol imprime à cette équipe de Strasbourg un style de jeu extraordinairement spectaculaire qui fonctionne, puisque l'équipe marque énormément de buts. Et trop généreux sur le plan défensif, ce qui fait qu'ils en encaissent quasiment autant. Donc voilà, quoi, c'est un petit peu le problème. Mais en tout cas, ça reste quand même diablement agréable à voir. Yvous me dit, question un peu personnelle. Oula. À quel âge as-tu commencé à aimer le foot? As-tu toujours été fan de Strasbourg depuis le départ? Quels sont les 2 ou 3 matchs qui t'ont procuré le plus d'émotions? Alors, à quel âge j'ai commencé à aimer le foot? C'est en 76 avec Glasgow, les Verts. En fait, le match déclic pour moi, ça a été le quart de finale retour contre Kiev, le 3-0 avec le but de Rocheteau en prolongation. Ça, c'est vraiment le point de départ de ma passion pour le foot. Est-ce que j'ai toujours été fan de Strasbourg depuis le départ? Non, pas du tout. Je suis devenu fan de Strasbourg. D'abord, je suis devenu fan de la ville, où en tant que responsable de la D2 à l'équipe, j'allais très régulièrement. C'est vrai que j'allais beaucoup en Alsace. J'allais soit à Mulhouse, soit à Strasbourg. Mais bon, Strasbourg, c'est une beaucoup plus jolie ville que Mulhouse. Et puis voilà. Et puis j'aimais la ville, j'aimais les gens, j'aimais la gastronomie, j'aimais le stade. Puis Marc Keller est arrivé comme joueur, et à partir du moment où il est arrivé comme joueur à Strasbourg, on est devenu plus qu'amis, on est devenu frères. Et il est évident aujourd'hui que dans mon amour pour Strasbourg, la présence de Marc est très importante. Quant aux 2-3 matchs qui m'ont procuré le plus d'émotions, je dirais la finale de l'Euro contre l'Italie, où j'avais fini mon papier quand Viltord a égalisé, et j'avais été aussi content de tout recommencer. La finale de la Coupe de France PSG Nantes, avec le but extraordinaire de Touré, mais aussi la finale extraordinaire de Safet-Suzik. Et peut-être la montée en barrage de Strasbourg contre Rennes, le 4-1, avec le tir de loin de Keshi. Mais bon, il y en a eu plein d'autres, des matchs. Il y a aussi eu des matchs avec Arsenal. Une victoire, il me semble, 5-3 à Tottenham, mais j'en ai tellement vu des matchs que forcément j'ai du mal à faire un top 3, quoi. Ismaël me dit, on se plaint de plus en plus du nombre de matchs joués, alors qu'il y a quelques années, les équipes de Ligue 1 jouaient 4 matchs de plus avec la Ligue 20. Les matchs de la Coupe de la Ligue ont été supprimés depuis. Simple facilité de leur part pour justifier une mauvaise performance. Alors là, c'est une question intéressante, parce qu'il faut bien voir que cette fronde, elle vient des grands joueurs. De Rodri, de Lewandowski, voilà, les grands joueurs qui sont titulaires en équipe nationale, qui vont loin en Ligue des Champions, qui sont concernés par le championnat du monde des clubs qu'on va nous coller à la fin de la saison. Donc voilà, comme l'a très justement fait remarquer Antoine Comboiré, il est évident que lorsque tu es un club comme Nantes, tu n'es pas impacté par le grand nombre de matchs. C'est vrai que à part les semaines de Coupe de France, t'as des matchs, t'as un match par semaine, et que c'est un rythme tout à fait pépère. Maintenant, quand t'es un grand joueur et que t'enchaînes convocation en équipe nationale, Ligue des Champions, championnat, ça devient infernal. Et quand on vient de coller des compètes comme cette Coupe du Monde des clubs qui n'est là que pour faire du fric, qui est collée de nulle part, à un moment donné, non, les joueurs ils vont dire stop, parce que alors j'entends les gens qui me disent oui, mais il y a qu'à avoir des plus gros effectifs et faire tourner. Oui, sauf que quand tu joues un match important, tu fais pas tourner, tu fais jouer tes meilleurs joueurs.
Et je voudrais bien voir Guardiola avoir un match important joué et dire ah bah non, je vais laisser Rodri au repos parce qu'il a beaucoup joué. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il va falloir aussi à un moment donné que les instances du foot soient raisonnables, arrêtent la course au fric et choisissent la santé des plus grands joueurs. Parce qu'à un moment donné, je vais ramener ça à Kylian Mbappé. Et ben voilà, il a des problèmes avec son club, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait de préparation au début de la saison. Ensuite, il joue énormément. Ensuite, il ne joue plus. Donc, problème de rythme. Ensuite, il se fait casser le nez au début de l'Euro. Et tout ça fait que tu amènes ton joueur dans une spirale physique de mauvaise qualité. Et je pense que, voilà, c'est un problème de grands joueurs, mais bon, c'est les grands joueurs aussi qui font bouffer le foot à tous les niveaux. Donc il faut écouter quand les joueurs se plaignent, parce que le jour où ils se mettront en grève, il n'y aura plus à les écouter. Hein.